Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler de spécialisation. Se spécialiser quand on est indépendant et qu'on vend ses services, c'est super important. Ça permet notamment de trouver des clients plus facilement, mais aussi d'être plus serein au quotidien. Et pour parler de ce sujet, j'ai invité Naïma, qui était une cliente de mon programme d'accompagnement. On a parlé de ce sujet pendant une quarantaine de minutes, mais pas que. On a abordé tout un tas d'autres choses aussi, et notamment certaines pépites qui vont être très utiles. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de te laisser avec l'interview, n'hésite pas à mettre un gros pouce simplement pour m'encourager, pour me dire que t'aimes ce genre de vidéo, ça permet de soutenir la chaîne. Et je te rappelle aussi que tu peux cliquer sur le lien en description pour t'inscrire à ma formation gratuite continue. Tu peux aussi cliquer sur le i. En t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h un email dans lequel je partage avec toi un conseil, une astuce, une méthode pour trouver des clients ou pour facturer tes services à prix d'or. Ce sont des conseils que je donne nulle part ailleurs. Mon meilleur contenu est dans cette formation gratuite continue. Donc, clique sur le lien en description ou clique sur le i. À tout de suite avec Naïma. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, Naïma, s'il te plaît? Ben oui, alors d'abord, merci pour l'invitation, Yann. Alors, je m'appelle Naïma, du coup, je suis Naïma Raël, je suis rédactrice web SEO pour les entreprises dans le domaine de la santé et du bien-être. Donc, je travaille beaucoup avec des startups et donc voilà. Moi, ce qui m'a intéressé, en fait, dans ton cas, on a bossé ensemble sur, justement, sur ton marketing et tout, c'est vraiment tout le processus qui a fait que tu en es arrivé à cette spécialisation-là, parce que c'est ça aujourd'hui qui te permet d'avancer plus vite. Est-ce que tu peux donner un petit peu ton parcours, voilà, en tant qu'indépendante auparavant, qu'est-ce que tu faisais, avec qui tu travaillais, est-ce que ça fonctionnait? En fait, si tu veux, j'ai eu un parcours un peu atypique. Au départ, pendant une dizaine d'années, j'ai bossé dans le paramédical et dans l'action sociale. Donc, j'ai fait des études en soins infirmiers. Ensuite, j'ai été assistante sociale dans plusieurs domaines, dont le polyhandicap, les soins palliatifs, donc en centre hospitalier. Donc, ça tournait beaucoup autour du médical. Et ensuite, j'en ai eu assez du salariat. Bien que je n'ai rien contre les salariés. Comme beaucoup de gens, hein, finalement. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai voulu devenir entrepreneur. Je me suis dit que le marketing digital, c'était peut-être la route la plus pratique. Donc, j'ai passé une licence et que j'ai Une licence en quoi? validée. C'était du community management, en fait. Ok. Et je l'ai fait avec Open Classroom et on avait, tu sais, une équivalence de licence avec l'IFOCOP. Mhm. Et donc, du coup, ensuite, je me suis lancée comme rédactrice et community manager. Et pendant 2 ans, j'ai un peu vivoté. Ouais. Et voilà, j'avais pas vraiment de stratégie. Donc, ouais, j'ai eu plusieurs types de clients dans le prêt-à-porter, les relations publiques. C'était compliqué. Et pourquoi est-ce que tu as fait une licence en community management déjà? Qu'est-ce qui t'a poussé vers ça? Tu t'es dit, le marketing digital, voilà, il y a de la demande, il y a un intérêt pour ça. C'est peut-être le moyen le plus simple pour moi d'être indépendante. C'était ça la logique? En fait, c'est ce que je m'étais dit. D'ailleurs, tu as commencé comme CM aussi. Donc, du coup, Ouais. voilà, ça nous fait un point commun. Et en fait, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, il y a de la demande. Toutes les entreprises veulent être présentes sur les réseaux, machin. Et en fait, tu te rends compte que voilà, acquérir une compétence, c'est pas savoir la vendre. Et c'est pas non plus maîtriser un marché. Tu vois, et t'as beau avoir la compétence, en fait, c'est compliqué quand tu commences à analyser un marché et de comprendre qui tu dois cibler, comment. Je pense que tu as peut-être beaucoup d'indépendants qui veulent vendre leurs compétences, mais qui n'ont pas de stratégie. Et voilà, quoi, c'est compliqué. Et du coup, tu as essayé de chercher des clients comment, toi, au départ? Donc, quand tu t'es lancé déjà, tu n'avais pas beaucoup d'expérience. Enfin, tu t'es lancé directement en indé en tant que CM juste après ta Ouais, licence? ouais. Ok, J'ai jamais fait du CM en entreprise, en fait. Je me suis lancée d'accord. directement avec des clients. D'accord. Et Ouais. du coup, tu avais quitté ton ancien job pour te lancer à 100% là-dedans. Et comment est-ce que tu as commencé à chercher des clients en community management? Comme j'avais pas vraiment de stratégie, je publiais du contenu. J'ai un client qui m'avait contacté sur Instagram. Mhm. J'avais aussi quelques contacts sur LinkedIn. Je faisais un peu d'emailing, mais c'était très au petit bonheur la chance. Donc, j'ai aussi utilisé un tout petit peu les plateformes, mais je me suis rendu compte que voilà, c'était aussi compliqué. Mhm. Donc voilà, c'était un peu de tout en fait. J'avais pas vraiment de stratégie claire. Et ouais, t'as essayé les plateformes de freelancing, genre Malte, etc. Ça n'a rien donné? Ouais. Non, pas spécialement. Bah après, ce qui me dérange un peu avec ce genre de plateforme, c'est que tu sais, dans leur marketing, comment elles se présentent, c'est beaucoup trouver le freelance qui vous convient. Ouais, oui, bah c'est orienté entreprise, quoi. Ouais, C'est clairement le bénéfice, il est pour les entreprises et pas forcément pour les indépendants. Ouais. bah ouais, c'est ça. Donc du coup, ça me mettait un peu mal à l'aise parce qu'on est beaucoup, tu sais, en concurrence. Et du coup, c'est compliqué de se démarquer. Tu te dis,
Surtout quand tu sais pas vraiment te marketer toi-même. Comme je te disais, tu vois, acquérir une compétence, c'est pas forcément savoir se vendre ou la Mhm. vendre. Tu te dis, ben voilà, qu'est-ce qui va faire qu'une entreprise va me choisir moi plutôt que quelqu'un d'autre? C'est tout se fait au tarif et du coup, je pense que ça tire un peu le marché vers le bas et du coup, c'est pas évident de se démarquer. Donc, j'ai un peu vite fait le tour des plateformes. Et pourquoi CM/rédactrice? Parce que c'est un sujet qu'on va aborder après. C'est vrai que donc tu t'es lancé en tant que CM et en même temps tu faisais de la rédaction? Ouais. Et pourquoi? C'était quoi le lien? C'était parce que c'était un truc que tu aimais faire? C'était un truc, t'assimilais les deux? C'était quoi la logique derrière ça? Franchement, c'est une bonne question. Je suis pas sûre qu'il y en avait une. Ok. Non, non, non. En fait, si, j'imagine que en fait, c'est des domaines, je pense, qui sont assez complémentaires. Du moins, quand tu commences, tu le penses. Ouais. Et je pense aussi que tu as un peu, tu sais, une alerte dans la tête, type, je veux pas me fermer des portes. Ouais, je veux pas rater de client, donc je vais proposer deux trucs, c'est toujours mieux qu'un, Ouais. quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, en fait, c'est aussi ça la difficulté, c'est que quand tu proposes deux choses différentes, déjà le community management en soi, c'est tout un monde. Ouais, Parce que maîtriser ne serait-ce qu'un réseau, c'est hyper chronophage, c'est c'est hyper ça. dur. Et la rédaction, c'est un autre monde à part entière. Et tu te retrouves vite, en fait, à faire 15 000 trucs différents pour plein de Ouais, clients différents, dans des univers différents. Et le temps de réussir à les maîtriser, parce que c'est aussi il y a un temps d'adaptation. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est dommage. Il y a un temps d'adaptation à chaque client pour que tu comprennes son univers et que tu carrément, ouais. puisses lui proposer, en fait, ce qui lui convient. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est trop compliqué, en fait. Enfin, moi, je trouve personnellement, c'est trop compliqué de proposer beaucoup de prestations différentes à personne et tout le monde. Ouais, bah ouais. Et tu maîtrisais, parce qu'il y a aussi ce sujet-là, souvent on se dit, ouais, je veux pas rater des opportunités et tout, mais est-ce que on peut être aussi bon en tant que CM et en tant que rédac, tu vois, parce que c'est des métiers différents, parce que c'est vrai qu'au départ, on se dit, c'est la même chose, enfin, c'est complémentaire en tout cas, mais on se rend pas forcément compte. Aujourd'hui, on va en parler après, mais tu vois, aujourd'hui, toi, t'es rédac spécialisé, c'est un vrai job, je veux dire, c'est très particulier, tout le monde ne peut pas faire ça, parce que c'est lié aussi à ton background, etc., à ce que tu as fait par le passé. Mais du coup, moi, il y a aussi ce sujet-là. Souvent, quand on me dit, ouais, moi, je propose ça, ça et ça, en général, je me demande comment est-ce que les personnes font pour être aussi compétentes en tant que CM, en tant que rédacteur, en tant que graphiste. En fait, c'est des métiers extrêmement différents. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'on survole, on reste en surface quand on propose aussi plusieurs services comme ça, quoi. À moi, c'est le sentiment que j'avais. Après, je ne sais pas comment les autres indépendants le gèrent. Peut-être que tu en as qui ont beaucoup bossé en entreprise et qui ont des manières de maîtriser leurs prestations qui sont différentes des miennes. Moi, je sais que quand je proposais du Facebook, du Twitter ou ce genre de choses, j'avais toujours le sentiment de jamais aller au fond des choses. Et Ouais. c'était un peu, enfin, en fait, ça devenait de l'exécution parce que tu n'avais pas enfin, j'arrivais pas à prendre le temps de vraiment maîtriser Ouais. chaque réseau. Ne serait-ce que la pub Facebook, c'est un monde, en fait. Ah bah ça, je peux te le dire, ouais. Ouais, c'est un monde. Mais en fait, t'étais dans l'exécution et pas forcément dans la recommandation, quoi. T'avais pas d'apport stratégique, quoi. Non, et je trouvais ça vraiment compliqué d'imaginer une évolution, dans le sens où quand tu gères plusieurs types de prestations en même temps et plusieurs univers différents, euh, c'est compliqué d'imaginer l'avenir et de te dire comment je vais évoluer ces 5, 6 prochaines années. En fait, c'est déjà dur de garder la tête hors de l'eau. Ouais. Donc, puis en fait, le fait d'être généraliste, c'est d'autant plus. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Après, je ne juge pas les indépendants qui le sont, mais c'est d'autant plus difficile que ça te met en concurrence avec d'autres généralistes. Et du coup, ça tire automatiquement les prix vers le bas et ça te fait beaucoup travailler pour un faible revenu, quoi. Donc, Ouais. voilà. Ouais, ça, c'est la grande tendance. Il y a de plus en plus de gens qui se lancent sur le marché qui n'ont pas forcément une connaissance très approfondie voilà, du marché et puis qui n'ont pas forcément de grandes compétences. Et du coup, bah, tout le monde propose un peu tout. Et derrière, ça fait un marché qui est voilà, de gens qui sont pas forcément experts de leur domaine, qui proposent des prestations au rabais. Et du coup, c'est ultra difficile de s'en sortir, quoi. Mais toi, du coup, tu arrivais à en vivre du coup de ces deux compétences ou c'était vraiment compliqué? Non, c'était compliqué. C'était compliqué. Je gagnais, par exemple, moins que mes salaires quand j'étais salariée. D'accord. Donc, non, je trouvais ça compliqué. Et comme je t'ai dit, j'ai vraiment eu la volonté de me faire coacher et de travailler avec toi. Euh, Parce que ouais, je voyais pas de perspective d'avenir dans cette voie-là, en fait, dans le sens où ça m'épanouissait pas. Ouais. Enfin, moi, j'aime bien aller au fond des choses. Et la spécialisation, ça te permet vraiment de te concentrer par exemple, la compétence. En fait, rédiger, c'est un métier à part entière.
et ça te permet vraiment d'aiguiser ta plume. Le fait de ne faire que ça à longueur de journée, moi, je suis convaincue que ça te permet de gagner en force de frappe, ça te permet de maîtriser ton sujet. Et j'avais pas ce sentiment d'avancer vraiment dans un chemin particulier quand j'étais généraliste. Et du coup, ça me frustrait beaucoup. Et en fait, tu as pris conscience toute seule de l'intérêt de se spécialiser? C'est en regardant peut-être mes contenus ou toi, tu t'en es rendu compte directement, voilà, tu t'es dit, bon, c'est trop, il faut vraiment que j'affine mon offre. Comment c'est venu en fait? Les deux. Moi, je te suivais déjà quand j'étais un peu généraliste. Et quand j'ai commencé à avoir des clients dans des domaines différents, quand j'ai vu la charge de travail et les résultats que j'en récoltais, je me suis dit, bon, là, clairement, ça va pas être possible. Ouais. Va falloir faire des choix. Et après, bah, c'est vrai que je te suivais aussi. Donc, du coup, ça m'a encouragée à faire appel à tes services. C'est vrai qu'il y a peu de gens en fait qui ont conscience de ça au début. Souvent le mot spécialisation il fait super peur. C'est vraiment ah oui mais si je me spécialise, je vais me fermer des portes etc. Mais il vaut mieux se fermer des portes que de charbonner toute la journée sur des trucs ultra différents parce que le fait aussi de commencer une tâche sur un sujet puis une autre sur un truc complètement différent en fait c'est épuisant à la fin. Enfin je sais pas comment tu faisais toi pour gérer tes projets de CM de rédaction parce que c'est des métiers qui malgré ce que certains peuvent penser, n'ont rien à voir en fait. Bah, je m'épuisais, comme tu as dit. C'était la recette. Non, mais après, pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve ça en fait dommage qu'on puisse penser que ça ferme des portes de se spécialiser, parce que pour moi, c'est au contraire ouvrir à fond une porte. Ouais. Et du coup, en fait, je pense que non, tu te fermes pas vraiment de porte. C'est juste que tu décides de te concentrer à fond sur un domaine, sur une prestation. Et en fait, une prestation en tant que telle, c'est déjà énorme. Tu vois, ne serait-ce que moi, tu vois, j'ai une démarche d'auto-formation, donc du coup, même quand j'ai des prestats et tout, j'ai toujours des formations en cours. Ne serait-ce que le fait de se spécialiser en rédaction, voilà, tu as tout le versant SEO, tous les outils qui vont avec. Tu peux aussi te former en copywriting pour améliorer la qualité de tes écrits. Tu bosses tes process de rédaction, les chartes éditoriales, machin, nan. Enfin, c'est énorme en fait. Donc, Ouais. si tu veux vraiment bien faire les choses, en fait, non, tu t'ouvres un nouvel univers. Tu te fermes pas vraiment de porte. L'objection aussi souvent c'est mais je vais m'ennuyer si je fais tout le temps le même truc. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Non, moi, je pense qu'on s'en. En fait, même si tu te spécialises dans un domaine, en fait, chaque client est unique. Et donc, du coup, non, en fait, moi, j'ai pas du tout le sentiment de m'ennuyer, dans le sens où, par exemple, quand tu prends le domaine de la santé ou du bien-être, ça peut être enfin, ça peut être des choses qui tournent vers le médical, comme les pathologies, comme les traitements, les troubles neurodéveloppementaux, des choses vraiment très précises, comme des choses plus un petit peu light, comme, je sais pas moi, par exemple, j'ai des prospects qui me parlent de contenu sur l'hygiène féminine, sur la phytothérapie, sur Oui, c'est des l'aromathérapie. sujets variés. Et ouais, et c'est varié. Et pourtant, c'est une niche, en Ouais. fait. Tu vois, c'est quand Ouais. même spécialisé. Mais du coup, en fait, dans une même niche, tu as déjà énorme. Par exemple, quand tu prends. Moi, je m'étais intéressée à l'immobilier avant de bosser avec toi. Quand tu prends l'immobilier en tant que tel, tu as plein de domaines dans l'immobilier qui ont besoin de communiquer, en fait. Ouais. Donc, en fait, je pense que le fait de se dire je veux pas me fermer de porte et je vais rester généraliste, en fait, ça correspond à se dire je vais tout faire, mais ne rien maîtriser. Ouais. Tu Ouais, vois. c'est ça. Ouais, ouais, complètement, complètement. Et comme tu l'as dit, il y a tout un tas de niches en fait qui existent. Moi, souvent, on me dit, c'est quoi la meilleure niche pour ceci, cela. On va en parler, toi, par rapport à ton background et pourquoi est-ce que tu t'es niché dans ce domaine-là, etc. En réalité, ça dépend de chaque personne. Il n'y a pas de niche parfaite parce qu'il y en a plein et ça dépend de ce qu'on a fait par le passé, de nos études, de notre expérience professionnelle, etc. Mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de niches extrêmement intéressantes et c'est vrai, ouais, quand tu parles d'immobilier ou de santé ou je sais pas, ou de rédaction plutôt business ou quoi. En fait, il y a tout un tas de sujets ultra différents dans ces niches-là, quoi. Donc, c'est clair qu'on ne s'ennuie pas et on creuse un petit peu plus le sujet. Et puis, il y a un truc aussi qu'il faut dire, c'est vrai que le fait qu'il y ait de plus en plus de concurrence aujourd'hui sur le marché, bah, en fait, pour faire la différence entre un freelance A et un freelance B, ça passe forcément par la spécialisation. Enfin, c'est le seul et unique moyen de sortir du lot. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des plateformes aujourd'hui qui explosent, qui ont de plus en plus de membres et le freelancing et l'indépendance se développe. Donc, pour moi, c'est la seule et unique voie. Et c'est pour ça que, oui, on a bossé là-dessus ensemble dans le programme. Et c'est ce que je fais avec tout le monde parce que c'est impossible aujourd'hui de rester généraliste enfin, je pense que ça va être de plus en plus compliqué de bien gagner sa vie en restant généraliste, quoi. Et c'est le cas aujourd'hui, mais ça le sera encore plus demain et après-demain, quoi. Donc,
Je pense que c'est un sujet important. Et du coup, quand tu as intégré le programme, moi, je t'ai posé une question assez simple. Au départ, c'était est-ce que tu préfères rester du côté CM ou du côté rédaction? Et donc, toi, tu as penché plutôt pour le côté rédaction. Ça a été assez rapide, je crois, comme décision. Pourquoi? Tu avais déjà cette envie un petit peu Moi, ou je me c'était retrouvais. arbitraire? Ouais, non, non, si moi, je me retrouvais plus dans la rédaction, dans le sens où j'ai toujours adoré écrire. Euh, je m'imaginais plus me perfectionner en rédaction, dans le sens où le CM, en fait, ça me semble compliqué à plusieurs niveaux de se spécialiser dans un réseau, de Mhm. choisir lequel, de choisir quelle cible. Puis c'est compliqué à vendre, tu sais. Quand on arrive sur le marché, on se dit, mais attends, toutes les boîtes, elles ont besoin de réseaux sociaux. Le marché n'attend que moi. Je vais trouver Ouais. plein de clients. Ouais, ouais, c'était la même Et en fait, réflexion que j'avais au début. Ouais. non, les gens t'attendent pas. Non, personne nous attend, non, malheureusement. Non, pas du tout. Mon Dieu, personne ne t'attend. Et en plus, c'est toi qui vas devoir les convaincre. Tu vois. En plus, ouais. Ouais. Et non, mais ouais, c'est compliqué. Et puis ce qui me frustrait aussi dans le CM, c'est que euh, j'avais le sentiment d'en avoir vite fait le tour, dans le sens où poster sur les réseaux, c'est, je trouve ça moins épanouissant que faire des recherches pour un article, par exemple. Je comprends. Ça, c'est intéressant. Ça dépend vraiment des personnalités. Il y a des gens qui Ah vont oui, ouais, dire, ouais, ouais, moi, ça me saoule de faire des articles. Je préfère, voilà, bosser sur les réseaux. Mais oui, grave. toi, en tout cas, ce qui te parlait le plus, c'était vraiment la rédaction, quoi. Ouais, après, c'est aussi une question d'affinité. Et Ouais. quand tout à l'heure, tu parlais de spécialisation, du fait de trancher, moi, j'avais vraiment cette difficulté quand on a commencé à bosser ensemble. En fait, la vraie question que je me posais, et je pense que tu as plein d'indépendants qui sont dans ce cas de figure, c'est si je veux me spécialiser, qu'est-ce que je dois choisir entre ce que j'ai fait, ce dont le marché pourrait avoir besoin, ce que moi, j'ai envie de faire. C'est l'ikigai, quoi. Et ouais, non, mais c'est ça. Et c'est hyper. Moi, j'arrivais pas du tout à trancher avant de bosser avec Ouais. toi. Et quand j'ai commencé à bosser avec toi, je me suis dit, mais punaise, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? En fait, c'était Mais en évident. fait, c'est ça. Ouais, le truc était évident, le truc était devant toi, mais tu as eu besoin quand même de te faire accompagner pour pouvoir débloquer ça. Ouais. J'aurais pas pu trancher seule, je le savais, en fait. Après, c'est aussi ça la difficulté pour passer à l'acte et se faire accompagner. Euh, je pense que, comment dire, faut vraiment être en mesure de lâcher prise et de mettre ton activité entre les mains de quelqu'un, en fait. Moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique de nature. Je pense que quand tu te fais accompagner, c'est pour aller dans le sens de la personne qui t'accompagne et d'appliquer les conseils et de jouer le jeu. Hmm. Et ça, c'est pas simple parce que je pense que ouais, les entrepreneurs, on a tous un peu un côté j'ai envie de tout faire moi-même. Ouais. Et je pense que parfois évoluer, c'est aussi faire le deuil de certaines choses. Et voilà, réaliser que non, en fait, un rédacteur, c'est pas un graphiste, c'est pas un coach business. Ouais. On peut pas tout faire, en fait. C'est au départ, en fait, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'au départ, quand on se lance, on se dit, voilà, moi, je veux tout faire tout seul, voilà, on est gonflé à bloc, voilà, on est super motivé, on se dit, voilà, je suis capable de tout faire, je vais dévorer le monde, etc. Et moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment enfin, on arrive à avoir la maturité, entre guillemets, suffisante seulement, voilà, au bout d'un certain moment, quand on s'est un peu cassé les dents, quand on a vu que, voilà, on n'y arrivait pas tout seul. Enfin, faut avoir une certaine maturité, quoi. C'est-à-dire que l'indépendant, au tout début, voilà, il a plein de choses à découvrir, il croit qu'il peut y arriver tout seul. Enfin, il y en a qui arrivent, heureusement, tu vois, tout seul, mais c'est vrai qu'il y a quand même de gros paliers. Et moi, ce dont je me suis vraiment rendu compte, c'est ça, c'est qu'il faut faut se casser un petit peu les dents au départ pour ensuite se rendre compte que bon, bah, le marketing, c'est quand même un boulot. Quand on est indépendant, bah, on a un business finalement. On est entrepreneur et quand on a un business et qu'on est entrepreneur, il faut avoir une cible précise, il faut avoir une offre précise et irrésistible, une promesse, etc. Mais on y arrive seulement après un certain laps de temps. Et toi, finalement, tu t'es fait accompagner combien de temps après t'être lancé? Je dirais presque, ouais, ça faisait presque 2 ans. Ouais, tu vois. Ouais, c'est pas Ouais. arrivé tout de suite. Tu es Non. arrivé à un stade où tu t'es dit, bon, bah voilà, là, ça va être compliqué, faut que je fasse appel à une aide extérieure, quoi. Parce que le marketing n'est pas mon métier, faut que je me fasse aider, quoi. Ouais, complètement, complètement. Et ce qui est d'autant plus compliqué, c'est que parfois, quand tu peux vendre une prestation, malgré tout, tu t'as pas la connaissance des marchés, en fait. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, je bosse avec des startups, c'est un écosystème qui est complètement différent du mien. Moi, j'ai évolué voilà, dans l'aide à la personne, le milieu hospitalier, où j'ai eu des boulots dans le social, mais vraiment du boulot de terrain, en fait.
Donc, j'ai une compréhension des problématiques santé, mais je suis pas une marketeuse. Ouais. Tu vois, et ça, c'est un truc, en fait, c'est aussi pour ça que je voulais faire appel à toi, parce que à travers tes vidéos, on sent vraiment que tu as une connaissance du marché, que moi, j'ai tout simplement pas, en fait. Et parfois, je pense que quand tu veux passer certains paliers, comme je te disais, c'est important de lâcher prise et de se dire, de toute façon, cette connaissance-là, je dois aller la chercher auprès de quelqu'un qui l'a. C'est intéressant parce que là, tu vois, toi, nous, quand on a creusé ensemble donc, ton, ta situation, moi, j'ai essayé de voir, du coup, je t'ai posé des questions par rapport à ton background, etc. Donc, tu as parlé de tout ce qui est médical et tout. En fait, moi, ça m'a sauté aux yeux. C'était évident que ta spécificité, c'était la connaissance, justement, de ce milieu-là. Et c'était comme ça que tu pouvais te différencier et bosser avec des boîtes très spécifiques. Et en fait, on a simplement misé sur ce qui te caractérisait, sur ce qui te différenciait. Tous les rédacteurs ne sont pas capables euh, d'écrire des articles sur le médical, le bien-être, etc. Enfin, tu abordes des sujets assez pointus. Et c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, toi, on va en parler après, mais du coup, tu as des réponses, en tout cas plus tu vois de réponses qu'avant et tu décroches des contrats. Et c'est parce qu'on cherche quelqu'un qui connaît bien le sujet, qui n'est pas en surface, etc., quoi. Donc, et, et, euh, du coup, moi, ça m'amène aussi justement à ce sujet-là sur le fait de décrocher des contrats. Tu as trouvé que c'était plus facile une fois que tu avais ton offre de fait, voilà, on a assez rapidement fait ton offre finalement, enfin ta promesse, ton positionnement, ça a été assez rapide. Tu as vu quand même qu'il y avait plus de retours plus rapidement, plus facilement. Comment est-ce qu'il y a une différence ou pas par rapport à ça? Largement, largement. En fait, ça n'a rien à voir parce qu'aujourd'hui, j'ai une cible. J'ai une cible, donc du coup, je sais plus ou moins qui contacter, comment, par quel canal. Donc, à partir du moment où tu as un process, que tu le suis, que tu as un CRM, tu t'es vraiment formé à la prospection, tout simplement, euh, en fait, quand tu suis la méthode, tu finis par avoir des résultats. Après, c'est aléatoire parce que le SEO, c'est un peu ce qu'on disait en coaching, il me semble. En fait, il faut arriver aussi au moment où la boîte Ouais. a les revenus et puis a envie et dans une optique de développer sa stratégie SEO. Bon, ça, après, il y a des techniques pour le cibler, mais du coup, oui, c'est aléatoire. Après, je pense que la prospection, c'est aussi aléatoire en fonction des semaines. Ouais, bien sûr. Bon, voilà, tu as des semaines où tout va tomber d'un coup, d'autres où ça Ouais, va c'est être ça. plus calme, machin. Donc voilà, mais c'est aussi c'est aussi ça que ton coaching m'a appris, ou même le fait de travailler avec toi et avec les autres apprenants du coaching, parce qu'on y fait des super belles rencontres, hein, ça faut le dire aussi. Je rends hommage à toute l'équipe parce que c'est une super Ils se équipe. reconnaîtront. Ouais, tous. Euh, mais c'est aussi ça que j'ai appris avec toi, c'est qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est un mindset, en fait, j'en parlais hier avec justement une apprenante de ton groupe, et on se disait, c'est la constance dans la constance. C'est-à-dire que, par exemple, le fait de tenir une stratégie de prospection et de la garder pendant des mois, toute Ouais. seule, Ou des années. psychologiquement, non, ça n'aurait pas été possible. Ouais. Euh, Parce qu'en fait, je pense que quand tu es tout seul et que tu n'échanges pas, tu as vraiment une propension à tout le temps te dire non, en fait, cette stratégie-là, c'est pas la bonne, je vais changer de cible. Tu changes toutes les Ouais, semaines. ouais, ouais, ouais. Tu changes de Oui, c'est canal toutes les intéressant. semaines. Et moi, c'est ce que j'ai fait avant de bosser avec toi. C'était une semaine l'emailing, une semaine LinkedIn, une semaine l'immobilier, une semaine les astronautes, une semaine machin. J'ai fait je sais pas combien de cibles différentes. Et c'était l'horreur. C'était l'horreur. Et, euh, et voilà, je pense que c'est aussi ça la valeur ajoutée d'un coaching, c'est que ça te fait aussi évoluer en tant qu'entrepreneur. Tu vois? En fait, ouais, non, en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que quand on démarre, en général, on se dit, bon, bah, je suis censé avoir des résultats rapidement. Donc, en fait, on teste un truc, on voit que les résultats, ils sont pas aussi rapides que ce qu'on voudrait. Du coup, on change. C'est la même chose, on change, et en fait, c'est un cercle infernal. Et c'est pour ça que certains n'y arrivent jamais. Ils se disent, ouais, non, ça marche pas, LinkedIn, ça marche pas, l'emailing, ça marche pas, le marketing, ça marche pas, bref, telle formation, ça marche pas et tout. Et c'est pour ça que c'est vrai que dans l'accompagnant, ouais, je dis souvent que c'est une question, c'est du long terme aussi. Il y a des prospects qui répondent pas tout de suite, qui vont revenir vers toi plus tard, etc. Et c'est vraiment un marathon, c'est pas un sprint. Et c'est vrai que dans le coaching, l'intérêt, c'est aussi ça, c'est de te dire, bon, ça, tu as le bon process, le truc qui marche, c'est juste une question de temps et il faut appliquer. Et tout est dans la régularité. Et la raison pour laquelle tu as eu ton premier contrat aussi
dans la santé, enfin, avec une startup, tu l'as eu parce que tu as été ultra régulière. C'est-à-dire que c'est pas arrivé du jour au lendemain. Et ceux qui promettent des résultats du jour au lendemain, surtout pour ceux qui aident des indépendants qui démarrent, etc., enfin, en général, c'est du bullshit parce qu'il faut vraiment avoir un certain volume de conversation, personnalisé quand même, notamment sur LinkedIn et tout. Mais toi, tu as vu très concrètement que tu as gardé le même process et tu as eu des résultats, quoi. Grave. Et en fait, j'ai l'impression que ça demande vraiment un réajustement permanent, dans le sens où, déjà au départ, je pense que quand tu commences à prospecter, tu as une phase où en fait, tu es en mode je vais décrocher des contrats. Du coup, tu n'es pas tourné vers la personne. Ouais, ouais, complètement. Tu vois, et donc en fait, c'est compliqué de lui envoyer des messages vraiment personnalisés. Et puis, c'est contre-intuitif de Mm. prospecter parce que tu contactes des gens que tu connais pas. Et donc après, tu prends des habitudes où tu vas plus t'intéresser à la boîte. Tu vas plus personnaliser tes messages. En plus, enfin voilà, c'est ce qu'on a vu ensemble. On essaie de personnaliser au maximum et j'en parlais aussi justement avec une entrepreneuse. C'est vrai que ce qui est un peu dommage quand les gens voient l'entrepreneuriat de l'extérieur, c'est que, ou même entre indépendants, parfois on peut voir quelqu'un avoir une activité décollée et se dire c'est de la chance. Mais parfois, pour avoir un ciblage qui fonctionne, derrière, tu en as eu 10, 15, 20 qui n'ont pas fonctionné. Complètement, ouais. Et ça, en fait, tant que t'es pas passé par là, c'est un peu compliqué à cerner, en fait. C'est pas vraiment de la chance, c'est juste parce que tu as capitalisé sur 100 échecs pour avoir une réussite C'est à ça. la fin. Tu as ajusté. Dans ton cas, le positionnement, ça a été assez rapide, etc. Mais c'est vrai que dans certains cas, c'est un peu plus long. Mais on finit toujours par y arriver parce qu'on corrige les erreurs, on ajuste, on itère, en fait, simplement. On regarde ce qui fonctionne pas. Mais, et c'est une démarche quasi scientifique, en fait, en réalité. Voilà, on fait un test, un premier test auprès d'un échantillon de prospects sur LinkedIn, par exemple. On regarde est-ce que ça répond, est-ce que ça répond pas. Et on change jusqu'à ce que ça le fasse. C'est marrant, je te dis ça parce que pas plus tard que ce matin, il y a une personne qui avait un peu de mal au début à avoir des retours. Ça y est, elle a des retours parce qu'on a changé la cible après avoir itéré plusieurs fois. Et c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Mais ce qui est difficile, c'est ça, c'est d'avoir les efforts réguliers tout seul quand on ne sait pas quel est le meilleur système. Des fois, on a envie d'abandonner ou de changer de méthode parce qu'on se dit qu'elle marche pas. En fait, il faut juste être très patient, quoi. Et tu l'as dit, ouais, au départ, tu dis, voilà, il me faut des contrats, il me faut des contrats, il me faut des contrats. Sauf que le meilleur moyen de décrocher des contrats, c'est de t'intéresser. Je sais pas ce que tu en as pensé de l'approche qui est assez simple, hein, qui est la mienne, tu vois. En gros, il s'agit de s'intéresser aux prospects. Tu as vu une différence, toi, par rapport à ce que tu faisais avant? Ouais, clairement. Non, non, clairement. J'aborde pas du tout le même type de boîte. C'est des boîtes plus grosses. Ouais. J'ai des réponses, j'ai des rendez-vous. Je commence à avoir des conversions. Et, et en fait, j'ai vraiment beaucoup appris au niveau de l'état d'esprit, dans le sens où c'est important d'apprendre à tenir une stratégie, en fait. Juste ça. Et c'est aussi ça qui est douloureux avec la prospection ou l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, quand tu te lances, on te le dit pas. Ou alors quand tu consultes des contenus qui sont très consultés, euh, il y a beaucoup de choses. Moi, avec du recul, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on devrait nous dire sur l'entrepreneuriat qu'on nous dit pas assez. Mhm. Dans le sens, la masse de travail que ça demande pour faire décoller au départ une activité. Moi, je suis convaincue que selon les personnes, parfois la spécialisation, c'est nécessaire, surtout quand tu viens d'un autre milieu. Je pense que quand tu as gravité dans un domaine, un milieu où tu peux décrocher des contrats facilement, tu n'as peut-être pas forcément le même besoin. Mais pour beaucoup de gens comme moi qui viennent d'un autre background, comme tu disais, c'est important. C'est important de se spécialiser pour avoir une vraie valeur ajoutée. Voilà, on nous parle pas beaucoup aussi de ce que la prospection, ça engage psychologiquement. Le fait de jamais se décourager, Mhm. que c'est complètement normal de rater ses ciblages, de pas avoir de résultats pendant les premières semaines, d'envoyer des messages de merde. Je me Euh, rappelle de certains moments où tu étais en mode ah, est-ce que il fallait que j'envoie ce message-là? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je dois pas changer de message, etc. Oui, il y a des moments de doute, quoi, c'est normal. j'ai aussi eu des moments. Non, j'aurais pas dû envoyer ce message. Non. Oui. Ah, zut, je l'ai envoyé, c'est trop tard, mais comment je peux il, rattraper le truc? il m'a laissé en vue. Non. Il m'a laissé en vue, ça. Ouais. Mais tu vois aussi que c'est normal d'avoir maintenant des gens qui ne répondent pas. En fait, souvent, on prend ça personnellement. On se dit, ah bah, il me répond pas, ça veut dire que ce que je fais, c'est pourri et tout. En fait, ça fait partie du jeu. Toi, tu l'as vu, il y a une minorité. Quand tu prospectes, il y a une minorité de personnes qui répondent. Mais c'est cette minorité que tu peux rentabiliser derrière, entre guillemets, quoi. En fait, c'est le paradoxe entre la prospection, faut l'humaniser et la déshumaniser en même temps.
Complètement, complètement. Faut l'humaniser dans le sens où tu vas t'intéresser aux gens et tu vas pas spammer en envoyant des messages automatisés tout le C'est ça. bidon. Mais il faut aussi la déshumaniser dans le sens où ça reste des personnes que tu connais pas encore. Ouais, C'est potentiellement des partenaires avec lesquels tu pourras avoir une relation pro de qualité, mais tu les ouais. connais pas. Donc faut pas prendre personnellement les refus ou les gens qui voilà que ça gonfle. Il faut se détacher en fait Mm. émotionnellement de la prospection, enfin ouais, du résultat. En fait, l'idée c'est ça, c'est d'envoyer des messages. C'est pour ça que moi je parle souvent d'habitude. Aujourd'hui, toi, tu as ton habitude, tu prospectes. Je crois que tu m'avais dit que tu prospectais voilà, pendant un bloc de temps bien défini dans la journée. Et une fois que tu as fait ça, c'est fait. En fait, il faut pas trop s'attacher aux résultats. Enfin, c'est ça qui est un peu étonnant, c'est que c'est ce qu'il faut faire pour avoir des résultats, mais il faut vraiment intégrer ça comme une simple habitude en fait dans ton agenda, quoi. Ça a été difficile pour toi d'intégrer ça? Euh, non, pas vraiment. Après, ce qui peut être difficile, c'est en fonction des domaines ou des prestations, tu dois plus ou moins faire de volume pour avoir des Ouais, résultats. complètement. Euh, C'est un truc qu'on ne dit moi, pas assez aussi. moi, je me suis rendu compte que, par exemple, la rédaction, même spécialisée, ça reste quand même un peu concurrentiel. Complètement. J'ai dû faire beaucoup de volume pendant 3 semaines pour avoir Ouais. vraiment mes premiers gros rendez-vous intéressants. Mm. D'autres personnes doivent peut-être faire moins de volume, mais c'est vrai que parfois, pour entre guillemets, ouais, booster la machine, surtout au début, faut faire beaucoup de volume, quoi. C'est peut-être plus ça qui est compliqué. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que, en fait, il y a des marchés qui sont plus ou moins concurrentiels et ça, en fait, on n'y peut rien. Parfois, tu auras beau appliquer la meilleure méthode du monde, bah, parfois, il va falloir faire énormément de volume avant d'avoir des retours. Et la seule façon d'avoir plus de retours, bah, c'est soit de changer complètement de niche ou alors de métier. Parfois, moi, ça m'est déjà arrivé de dire à des gens, bah, en réalité, dans ton métier, c'est très compliqué. Alors, tu changes pas tout, tu capitalises sur tes compétences. Mais l'avantage quand on est indépendant, c'est qu'on est flexible, en fait, on est agile, si j'utilise un terme de start-upper. En gros, ce que tu peux changer un peu de job, enfin, t'as une marge de manœuvre, en fait, que tu n'as pas forcément si tu as des années d'expérience. Moi, c'est pour ça que je trouve ça toujours plus intéressant, moi, de travailler avec des gens qui débutent comme toi, parce qu'en fait, au départ, tout est possible. On peut tout modeler, en fait, changer en fonction de la demande du marché. Mais c'est vrai que parfois, dans certains secteurs, bah, il n'y a pas forcément beaucoup de demandes, il faut faire beaucoup, beaucoup de volume. Et ça, ouais, toi tu l'as observé. Et dans le programme, il y a des gens qui ont des retours en quelques jours, et d'autres, moi, ça m'est déjà arrivé dans des domaines d'avoir des gens qui avaient un agenda plein, craqué de rendez-vous en 2, 3 jours. Mais c'est une minorité de cas, c'est rarement le cas. Mais c'est vrai que c'est un truc qu'on ne dit pas assez. C'est que c'est parfois, même avec la meilleure méthode du monde, sur certains secteurs, dans certains domaines, c'est pas possible d'avoir de crouler sous les rendez-vous. Le seul moyen d'y arriver, c'est de faire un petit pivot, quoi. Ce qui est délicat quand tu parles de domaine concurrentiel, c'est que je pense que tu as beaucoup d'entrepreneurs, et moi j'étais dans ce cas de figure, où tu peux te dire, en fait si tu fais quelque chose de concurrentiel et que tu vas devoir faire vraiment beaucoup de volume, parfois faut être en mesure aussi de dire non à certaines choses, de refuser d'anciens contrats et de te consacrer à ça pour que ça décolle. Et je pense que Ouais, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui sont un peu dans cet état d'esprit où ils sont un peu bloqués entre le passé et le futur, à se dire, au cas où ouais, je ne vais pas stopper les anciens contrats, mais en même temps, en faisant ça, en fait, ils se donnent pas. Enfin, je sais qu'après, t'as des contraintes parfois financières qui font que bien c'est pas sûr. possible, mais en même temps, ils se bloquent l'opportunité de faire décoller leur nouvelle activité. Ouais. Et je pense que quand tu fais quelque chose de concurrentiel, c'est important en fait de donner les moyens de faire du volume, même si clairement prospecter, c'est pas. Je pense que c'est la passion de peu de personnes. C'est pas le truc le Ça plus non plus, on fun, le c'est dit clair, pas. c'est clair. Mais il y a peu de gens, Ça il y a non peu plus, de on gens le qui dit aiment la pas. prospection en réalité. En fait, faut être. Je pense que pour tenir dans la durée, il faut vraiment, et c'est pour ça que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Il faut vraiment avoir envie. Et je parle pas de motivation en mode, voilà, enfin temporaire ou quoi. Il faut avoir une profonde envie de liberté, d'indépendance. Et je pense que c'est que comme ça qu'on peut y arriver. C'est pas pour rien qu'il y a peu de personnes qui vivent vraiment de l'indépendance, du freelancing. Enfin, je me rappelle plus de la moyenne du chiffre d'affaires des indépendants, mais la plupart des indépendants ne vivent pas de leur activité. Et c'est vrai que c'est pour ça, oui, ça c'est un truc important à noter. Ouais. C'est sûr qu'il faut vraiment avoir envie pour y arriver, parce que la prospection, c'est obligatoire pour trouver des clients. Alors certains dépendent du bouche à oreille pendant un moment, mais on n'a pas tous ce luxe-là. Et encore, le bouche à oreille, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et c'est pour ça que la prospection est intéressante. Toi, tu n'as pas du tout créé de contenu, hein. Ça, c'est un truc aussi que je voulais aborder avec toi. Souvent, alors il y a deux écoles, il y a prospection ou contenu. Moi, ce que je dis, c'est que le mieux pour avoir des résultats à court terme, c'est la prospection, et le contenu, c'est du bonus.
pour plus le long terme. Toi, tu n'as pas eu à créer de contenu pour décrocher des contrats. Non, mais pour rebondir sur ce que tu disais, je pense qu'on est un petit peu maso de vouloir être entrepreneur. Je pense un peu aussi. Ouais, un peu beaucoup. Parce que maintenant que le coaching est terminé et que j'ai des résultats, je vais répondre à ta question. Ouais, t'inquiète. Mais je me rends compte que même après, quand tu as tes premiers contrats, c'est un ajustement permanent. Parce que tu apprends à calibrer tes prestations, tu apprends à faire face à... Moi, par exemple, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. Si je sens qu'un client peut avoir une certaine insatisfaction, je vais pas être bien. Ouais. Tu vois, moi, je me vois pas facturer quelque chose qui n'a pas plu, en fait. Et donc, du coup, ça, c'est un travail permanent de réussir à capter l'autre, à capter l'univers de chaque client. Et donc, du coup, ce matin, je pensais à ça, je me disais, il faut quand même être sacrément maso pour avoir envie de tout ça. Mais T'es non, dans mais pour revenir l'optimisation constamment, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Mais pour en revenir à ta question, non, en fait, j'ai pas produit de contenu du tout. Et j'en produis pas aujourd'hui. Et je compte pas le faire avant peut-être très longtemps. J'ai choisi de pas en produire parce que la rédaction, c'est concurrentiel et je trouve que beaucoup de rédacteurs publient les mêmes choses. Donc, je pense que les gens ont fait le tour. J'ai pas le sentiment d'avoir encore signé assez de clients pour vraiment comprendre ma cible et ce dont elle a besoin. Donc, tant que je pourrais pas proposer quelque chose de vraiment original qui se démarque, je me vois pas produire du contenu. Euh, je pense que dans ce que je fais, en fait, ça intéresse juste pas ma cible, en fait. Tu vois, si les gens ont pas le temps. C'est intéressant ça. Oui, ce que tu dis là, c'est que créer du contenu, enfin, toi, ta cible, celle qui est prête à payer tes services, elle n'a pas forcément envie de lire tes contenus sur LinkedIn ou ailleurs, quoi. C'est ça que tu dis. Bah ouais, moi c'est le sentiment que j'ai, en fait. Oui, c'est ce que je J'ai pense aussi. bah, j'ai l'impression que c'est une cible qui est quand même moi assez occupée. J'aimerais bien produire du contenu si un jour vraiment je peux apporter quelque chose que personne n'apporte. Par exemple, une analyse des startups dans le domaine de la santé, les grandes tendances SEO d'un domaine en particulier. Enfin, si c'est vraiment quelque chose qui se démarre complètement, là je me dis ouais, là il peut y avoir une vraie valeur ajoutée et ça pourrait intéresser pas mal de monde. Mais sinon, En fait, ce qu'on a vu, par exemple sur LinkedIn, quand tu as des indépendants qui publient du contenu, souvent ce contenu il est liké par d'autres indépendants. Mais les cibles premium, bah, il faut aller les chercher, quoi. Ouais, évidemment, enfin, il y a des gens qui viennent grâce au contenu. Moi, j'ai développé des systèmes par rapport au contenu aussi, mais c'est vrai que si tu veux des résultats vraiment tout de suite, machin, et que tu n'as pas d'audience, le mieux c'est de prospecter. Mais c'est comme tu dis, il y a certains prospects qui vont pas aller s'embêter à lire du contenu. Ils sont occupés. Enfin, les décideurs dans les startups, dans des PME ou peu importe, ils sont occupés, quoi. Ils passent pas leur journée sur LinkedIn, où il y en a peut-être quelques-uns, mais c'est pas non plus. C'est pas le truc, quoi. Mais c'est pour ça que, enfin, moi, je recommande toujours de prospecter d'abord et créer du contenu pour le long terme. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est quand même mieux de prospecter. Et je pense que si tu avais commencé à créer du contenu dès le départ sans prospecter du tout, tu aurais pu attendre 3-4 ans avant d'avoir des résultats, quoi. J'exagère un peu, mais c'est un peu c'est aussi ça la difficulté, c'est que quand tu te positionnes sur un nouveau marché, tu connais pas ta cible en fait. Ouais, T'as pas parlé avec les gens, t'as pas bossé avec eux. c'est ça. Donc moi j'aimerais bien au fil des mois, au fil des années, voilà, tu tisses une relation avec certains clients, tu peux leur demander tout simplement quel contenu vous intéresserait. Carrément, ouais. C'est quoi vos priorités en termes de rédaction, voilà. Et en fait, tant que tu sais pas, tu produis, tu produis selon ce que toi tu as envie de produire, mais C'est ça. voilà quoi. Mais, Après, si, vas-y, excuse-moi. vas-y. Non, mais je disais après, voilà, si c'est pour faire des posts. J'ai rien contre les rédacteurs qui postent, mais je veux pas poster des choses clichés sur qu'est-ce qu'un mot-clé ou machin. Ouais. Oui, parce que ta cible, c'est à peu près ce que c'est en plus d'habitude, enfin un mot-clé, machin. Après, non, ce que je voulais juste dire, c'est que tu abordes un sujet super important, c'est que la prospection, c'est pas juste fait pour décrocher des contrats, c'est aussi fait d'abord parfois pour comprendre sa cible. En fait, on aborde des inconnus. Moi, souvent, ce que je recommande quand on ne connaît pas du tout son domaine, c'est on aborde des inconnus, mais d'abord pour les sonder, pour savoir un peu de quoi ils ont besoin, enfin voilà, quelles sont leurs problématiques, etc. Et après, une fois qu'on a identifié ça et qu'on est capable de régler ces problèmes, on peut proposer son offre. Mais c'est super important ce que tu dis par rapport à la prospection. On prospecte des inconnus d'abord pour voir si il y a une résonance sur le marché par rapport à notre offre, à notre service. Enfin, il s'agit d'abord de comprendre ce que les gens veulent, ce dont ils ont besoin, et ensuite de proposer quelque chose, quoi. Et c'est vrai que la prospection permet, en fait, ce qui est intéressant dans la prospection, c'est que tu fais à la fois une étude de marché et tu décroches des contrats. Enfin, c'est un peu les deux en même temps, quoi. Et derrière, du coup, tu peux créer des contenus si tu souhaites
encore plus pertinent, etc., quoi. Mais c'est pour ça que oui, créer du contenu dès le début comme ça, sans connaissance de sa cible, ça n'a aucun sens. Moi, en tout cas, ça me frustrerait. Puis là, au fil des échanges, des rencontres, je me rends compte que là, par exemple, cette semaine, j'ai eu une espèce de prise de conscience. Je me suis rendu compte que en fonction du client que je signe, si je signe un client qui a une niche vraiment très spécifique et très médicale, ou un client qui a un contenu voilà, peut-être plus light, les délais de rédaction vont pas être les mêmes. En fait, parce que l'appropriation de son univers et de ses problématiques sont pas les mêmes, en fait. Et ça, c'est une chose que j'ai réalisée cette semaine. En fait, je me dis, comme tu dis, en fait, je vois pas l'intérêt de produire alors que des choses aussi importantes, je les cerne pas encore au début. Donc voilà, non, je pense que c'est important de prendre du temps pour être pertinent. Désolée. Pas grave, t'inquiète. Donc là, aujourd'hui, t'as ton process, tu sais ce que tu as à faire. Ça t'a apporté quoi au quotidien d'avoir un process clair comme ça? Tu te sens plus tranquille, plus sereine? Ouais, complètement. Mais en fait, quand t'as un process clair, du coup, tu récoltes plus les résultats de ce que tu fais. Et enfin, du moins, moi, c'est ce que je ressens et je bosse moins, en fait. J'ai redécouvert les week-ends. Magnifique. J'ai redécouvert les week-ends et en fait, quand tu prospectes tous les jours, en fait, j'ai tout simplement une partie de la journée où je prospecte, courte ou longue en fonction des résultats que je veux, et une partie où je rédige. Et à partir de là, en fait, c'est beaucoup plus simple. Et le fait de se concentrer sur un sujet, sur une niche, automatiquement, tu gagnes aussi en productivité parce que tu maîtrises de mieux en mieux tes sujets au fil du temps. Donc, tu recherches de moins en moins. En maîtrisant, tu peux facturer de plus en plus aussi, vu que tu maîtrises. Donc, c'est vraiment tout bénéf. Ça enlève une certaine frustration que tu ressens quand tu es généraliste, je trouve. Carrément. Ouais, tu peux facturer de plus en plus parce qu'au début, tu commences avec un certain tarif, mais ensuite, tu augmentes doucement parce que tu gagnes en compétences, tu as un portfolio de clients de plus en plus important et puis de plus en plus, des clients de plus en plus gros, quoi. Donc, mais c'est rigolo ouais, que tu parles de week-end parce que c'est assez rare les indépendants qui ont des week-ends. mais ouais, donc, du coup, tu as ton process quoi, et tu l'appliques au quotidien. Comment est-ce que tu vois du coup ton business dans, je sais pas, dans plusieurs années? C'est quoi l'objectif? Hein. C'est de continuer comme ça tranquillement? Non, c'est d'avoir des week-ends de 3 jours. C'est toujours plus de jours de dispo chaque semaine. Travailler de moins en moins. Non, non mais après, au départ, moi, je suis pas, je sais pas trop en fait. Je suis pas non plus pour le fait de se buter au travail, mais j'ai conscience que quand tu commences, c'est passage obligé en fait. Je pense. Tu penses? Ouais. Pas toi? Je sais pas, j'ai pas d'avis là-dessus. J'avoue que je sais pas. Je pense que ça dépend des gens. Je pense que c'est très important en fait, le fait de se tuer au travail au départ, je pense qu'il est quasi obligatoire. Au départ, en tout cas, il est quasi obligatoire. Après, je pense qu'on arrive à un stade, où on est plus dans la rationalisation et dans la rationalisation, dans la délégation, dans comment faire pour justement rendre le truc plus intelligent. Je pense qu'il y a vraiment, en fait, le départ est un petit peu, j'allais dire débile, c'est pas débile, mais c'est une question d'effort en fait. Enfin, il faut la bonne stratégie et voilà les bons process, etc. Mais après, ça dépend que de nos efforts. Une fois qu'on a ça, et enfin, t'en es la preuve. Mais ensuite, une fois qu'on a atteint certains paliers, je pense que voilà, l'idée c'est une fois qu'on arrive à avoir des résultats, c'est de voir ok, qu'est-ce qui fonctionne le mieux et vraiment de rationaliser son business, de voir qu'est-ce qui nous fait perdre du temps, qu'est-ce qui nous fait perdre de l'argent, etc. Et c'est comme ça aussi qu'on peut développer un business plus grand que soi. Après, tout le monde n'a pas envie de créer un business très important et d'avoir une équipe, etc. Ça dépend vraiment des gens. Mais je pense vraiment qu'arriver à un certain stade, c'est plus, ouais, t'as la partie un peu débile au début et après plus intelligente parce que tu es obligé, sinon tu bosses comme un ouf toute ta vie, quoi. Donc ça dépend des modèles aussi de business. C'est ça, pour revenir à ta question, comment je me vois dans le futur, là déjà, je me vois, je me continuer en prestation comme ça pendant au moins 3, 4, 5 ans pour vraiment maîtriser mon marché, tout simplement, et ma prestation. Ensuite, dans un premier temps, je vais apprendre à déléguer à mon niveau. Ouais. Donc, déléguer la prospection. Ça, ça se fait carrément, ouais. Oui, parce que c'est un truc, toi, tu le fais aujourd'hui, tu sais comment ça fonctionne. Là, tu es arrivé au stade où tu peux le déléguer au bout d'un moment, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, je pense qu'avant la fin de l'année, sans doute, je commencerai les démarches pour vraiment tout mettre à plat, rédiger et ne plus prospecter et déléguer. Et si je trouve la bonne personne, parce qu'après, faut la trouver. Et, Ça se trouve. En fait, c'est après, surtout, une fois que tu as le process,
que tu sais vraiment, parce que en fait le mieux c'est de déléguer quand tu as toi des résultats, quand tu sais comment ça fonctionne. Souvent l'erreur que les gens font c'est de déléguer alors qu'ils savent pas du tout comment s'y prendre. Mais Mm. une fois que toi tu as le process, que tu l'as écrit, parce qu'il faut créer tu vois, une procédure finalement à déléguer. Et une fois que tu as cette procédure-là, il te suffit d'avoir quelqu'un qui peut suivre une liste de tâches assez simple. Ça lui prend pas beaucoup de temps et c'est aussi comme ça que tu peux ne pas payer une fortune pour déléguer ta prospection, quoi. En fait, j'ai pas de doute qu'il y a des personnes compétentes. J'ai plus peur que la personne ne veuille pas travailler avec moi. Ouais, c'est Donc, c'est intéressant, ça, c'est rigolo. On en parlera ouais. en privé si tu veux de ce petit blocage-là. Non, Intéressant. mais dans le sens où j'ai peur de pas déléguer correctement ou de pas expliquer correctement ou je me dis est-ce que je vais être trop directive ou pas assez ou Ça, c'est intéressant. Ça, c'est la partie entrepreneur-manager. Ça, c'est l'étape d'après. Tu vois, ouais, tu te poses des questions d'entrepreneur qui est tranquille. Ça, enfin, ouais, c'est ça. c'est Non, le mais bon après problème à avoir. ouais, non, ah bah c'est cool. Après, ouais, je suis pas du tout. Je sais que voilà, des assistants ou des business développeurs talentueux, il y en a plein. C'est pas ça qui manque. Mais ouais, c'est plus est-ce que moi je vais être capable de gérer une personne talentueuse, quoi. Ça C'est se fait, plus, ça se fait. On verra c'est ça plus ça. dans à un autre niveau. Et où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Où est-ce qu'on mettra les liens en description? Sur LinkedIn, tout simplement. J'ai un LinkedIn. site web aussi, mais que je mobilise peu. Et puis voilà, sur LinkedIn. Super. Bah, je mettrai ça en description. Si une boîte a besoin d'une rédactrice en santé, bien-être, voilà, dans cette niche-là, n'hésitez pas. Trop Et cool. elle est balèze. Merci pour ton temps, Naïma. Ah bah merci à toi.